Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. La fête du printemps, c'est-à-dire le nouvel an chinois, vient de se terminer. La fête du printemps, c'est aussi un congé d'une semaine et des célébrations qui s'étendent sur presque un mois. Dans notre dernière émission, nous avons fait une analyse économique de cette fête et aujourd'hui, nous allons continuer notre analyse avec de nouvelles données de cette année pour mieux comprendre la vie des Chinois. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue sur notre plateau. Je voudrais d'abord vous souhaiter une très bonne année chinoise, comme l'année du cochon. Oui, comme on fait avec tout le monde, à la rentrée après les 7 jours de congé. Donc, avez-vous passé de bonnes vacances? Ah oui, on a passé toujours de bonnes vacances au moment du Nouvel An. Oui, mais comme il y a beaucoup de d'embouteillage dans les communications, etc., parce qu'on a vu des touristes arriver en masse, etc., donc j'ai évité de sortir trop loin. Donc j'ai arrangé des rencontres avec les membres de famille, avec des amis, etc. Et c'est souvent des occasions de rencontres avec des amis qu'on ne voit pas si souvent. En fait, vous avez bien fait le choix de rester à Pékin parce que Oui. apparemment, comme tout le monde rentre dans leur pays natal, la ville est presque déserte. Oui. En fait, oui. C'est le moment où la communication est la plus fluide, la plus facile, en fait. Mais on voit aussi des gens qui se fluent dans les temples, par exemple, ou Dans les sites touristiques sont très prisés, oui, comme c'est d'habitude. complètement. Alors, Bandé à craquer, comme on dit. On va revenir un peu plus tard sur le tourisme, qui est un sujet assez intéressant. Mais en fait, on a vu récemment le chiffre très récent Oui. sur les 7 jours de congé. Alors, les entreprises de vente au détail et de restauration ont réalisé des ventes à la hauteur de plus de 1000 milliards de yuan. Et c'est la première fois que pendant ces 7 jours, on a enregistré une vente record. Oui, c'est un Donc, record comment historique. analysez-vous ce chiffre? Ben, ça traduit une espèce de changement dans l'habitude de consommation parmi les familles chinoises. Bien sûr, le chiffre est impressionnant, 1000 milliards de yuan de consommation, rien que pour la restauration et les consommations en famille, etc. C'est impressionnant. Mais ça traduit un peu les mêmes matières. Parce que la restauration, d'habitude, ça traduit le niveau de consommation, le niveau de vie, etc. Les gens étaient restés à la maison pour le nouvel an chinois, pour ce genre de fête de famille, etc. Mais comme les Chinois sont devenus plus riches, souvent ils sortent. Ils se réunissent dans des restaurants, quelquefois dans des restaurants de luxe, etc. Donc ça augmente ce genre de consommation, ça augmente la consommation de la restauration, etc. Mais il ne faut pas oublier que finalement, cette année, je pense que les dépenses dans le tourisme étaient sinon plus importantes que la restauration. Parce que, vu le nombre de passagers, par le vol aérien, par le train, par le TGV, par toutes sortes de transports routiers, etc. On a toutes les raisons de penser que finalement, cette année, les frais de transport vont aussi battre le record historique. C'est vrai que le tourisme est devenu une sorte d'activité préférée par les Chinois. Avant, on voit que presque tout le monde rentrait dans leur pays natal pour passer les vacances avec leur famille. Mais peu à peu, on voit qu'il y a des gens qui choisissent de voyager ou
un voyage en famille en plus, Oui. avec tous les membres de la famille. Donc, comment est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience et comment voyez-vous ce phénomène? Oui, en fait, j'ai eu ce genre d'expérience un peu avant l'arrivée massive des touristes en Chine, etc. Oui. J'avais l'habitude de voyager pendant les fêtes du Nouvel An. Lorsque j'étais professeur à l'université, donc on a toujours des vacances d'été, des vacances d'hiver. Souvent, le Nouvel An arrive au moment des vacances d'hiver. Donc, comme Pékin est dans le nord de Chine, j'en profitais pour voyager dans le sud. Ça, c'est un choix C'était un choix, oui, et beaucoup de souvent, gens parce qu'on choisissent peut passer aujourd'hui. Oui. 2 vacances, en fait. En été, on peut aller à Pétain, etc., pour profiter des plages, etc. Mais même en plein hiver, j'ai voyagé dans l'île de Hainan, j'ai profité des vacances pour aller et profiter à nouveau des plages. Parce que même en plein hiver, les plages de Hainan étaient très confortables. On n'a pas besoin de sortir C'est de ça, la Chine. parce que la Chine est grande verticalement, donc du sud au nord, etc. À l'île de Hainan, vous avez le climat tropical. Et, tandis que dans le nord de Chine, c'est vraiment l'hiver est vraiment très froid. Mais de plus en plus de gens du Sud préfèrent aller dans le Nord pendant les vacances du Nouvel An chinois pour faire du ski, du patinage, enfin tout ce qui concerne les sports d'hiver. Parce que la Chine va tenir les Jeux Olympiques d'hiver dans 3 ans, en 2022. Et donc, les gens commencent à s'intéresser de plus en plus au sport d'hiver. Donc, les gens du Sud, comme ils n'ont pas la chance de voir la neige, de trouver le plaisir de sport d'hiver, donc, ils vont profiter des vacances du Nouvel An pour aller dans le Nord. Pour, oui, se réjouir du climat, du froid, etc. Et peut-être il y a une explication qu'on doit donner aux téléspectateurs, c'est que, bon, à l'origine, la fête du printemps, c'est plutôt une fête agricole, et la Chine était à cette époque, la plupart des gens vivent dans les campagnes, donc traditionnellement, les activités, si on voit un peu les traditions, c'est vraiment nettoyer la maison ou faire un repas copieux, ou c'est vraiment c'est très lié à la campagne. Et peut-on dire qu'aujourd'hui, cette fête est peu à peu évoluée avec l'urbanisation à une sorte simplement de vacances en famille? En fait, oui. Comme la civilisation chinoise était avant tout agricole. Et donc, la fête du printemps, donc les vacances du Nouvel An chinois, se déroulent pendant une dizaine de jours. C'est presque un mois qui s'étend. Avant le réveillon, on doit faire le nettoyage, beaucoup de choses. Puis, les vacances commencent par le réveillon et durent jusqu'à la fête de la lanterne, c'est-à-dire le 15 du premier mois. Donc, c'est très long. Et pendant toutes ces vacances, il y a des périodes où on fête aussi. Le premier jour du Nouvel An, c'est une fête, bien sûr. Mais le 3e jour, c'est une autre fête. Le 5e jour, c'est une autre fête, etc. C'est toute une série de fêtes qui se connectent et qui font des opportunités de repas copieux, en fait. Et aussi, avant, on a beaucoup de traditions d'allumer les pétards, mais maintenant, il y a de moins en moins, à cause de la pollution, donc il y a de moins en moins de célébrations comme ça. Donc, c'est vraiment, il y a une évolution de la nature de cette fête. Oui, et la manière dont on passe ce genre de fête traditionnelle dépend aussi du progrès technologique. Parce qu'autrefois, c'était la fête traditionnelle, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de se rencontrer, c'est aussi des fêtes publiques. Le Nouvel An, c'est d'abord une fête publique. Il y avait ce qu'on appelle des danses de dragons, etc. Les gens, il y a la foire du Nouvel An, c'était une foire qui dure plusieurs jours, de 5 à 10 jours, etc.
Il y a toutes sortes d'activités, des opéras de toutes sortes, pas seulement des opéras de Pékin, mais toutes sortes d'opéras. Il y a toutes sortes de danses, y compris les danses de dragon, etc. C'est d'abord la fête populaire, la foire, puis avec maintenant le développement de moyens de télécommunication, etc. Et puis, surtout dans le processus de l'urbanisation, il n'y a plus tellement ce genre de spectacle de masse. Mais la foire du temple est quand même... il y a toujours la foire, la foire du Nouvel An, etc., qui dure 5 jours. Donc. Même le temps a été beaucoup plus limité que dans le passé. Et même dans la foire d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de spectateurs. Autrefois, la foire est grouille de monde, tout le monde y va, etc. Tandis qu'aujourd'hui, ça reste toujours un lieu très populaire, mais en comparaison avec le passé, c'est rien maintenant aujourd'hui. Cela m'évoque une chose, c'est que peut-être autrefois la foire, c'est vraiment une occasion très rare de consommer en fait, parce qu'on peut trouver beaucoup de choses qu'on ne peut pas trouver d'habitude, et maintenant les consommations se font surtout en ligne, et donc la foire c'est un peu le décor, on sort, c'est une opportunité plutôt de sortir. Mais on voit que aujourd'hui vraiment les ventes en ligne ça bat aussi des records, et donc, quel constat faites-vous sur toutes ces ventes en ligne? On voit que il y a des produits vraiment du monde entier qu'on peut acheter aujourd'hui pour la famille. Depuis l'année dernière, la Chine a décidé d'ouvrir son marché. La Chine a organisé la première expo de l'importation, et dès lors, la Chine ouvre ses frontières à ces nouveaux produits étrangers. La vente en ligne est un moyen très efficace pour élargir l'importation des produits, etc. Les consommateurs chinois ont facilement accès au marché extérieur pour des produits qu'ils préfèrent, etc. De plus en plus de produits étrangers arrivent au moment du gouvernement chinois sur la table des consommateurs chinois. Les langoustes de l'Atlantique du Nord. Oui, c'est vraiment surprenant, c'est que j'ai l'impression vraiment en un jour, quand j'ouvre mon page genre d'achat en ligne, je trouve vraiment des langoustes et aussi des fruits, par exemple, surtout, il y a ce qu'on appelle des fruits contre-saison sont arrivés de l'Amérique du Nord, du Sud, pardon. Oui, mais il y a un phénomène, il y a des analystes qui disent que même si voilà, la fête, ça pousse les gens à consommer, et du coup il y a une consommation assez impressionnante, mais ça traduit aussi l'envie des Chinois à consommer plus, parce que les Chinois ont une habitude vraiment d'épargner et tout. Est-ce que c'est vrai que ces dernières années, il y a ce changement que les Chinois ont tendance à consommer plus? Non, c'est par rapport à leur pouvoir d'achat. Il faut dire que depuis un certain temps, le niveau de pouvoir d'achat a augmenté proportionnellement au taux de la croissance. En fait, le gouvernement chinois a fait des promesses à cet égard. Depuis le dernier gouvernement, depuis le gouvernement Wen-Jiabao, etc. Et le gouvernement chinois a fait une promesse que le niveau de revenus disponibles par tête d'habitant ne serait pas inférieur au niveau de la croissance du PIB. Et jusqu'à maintenant, il a tenu ses promesses, parce que généralement, le niveau de salaire, le niveau de revenu augmente au même pas que la croissance économique, même légèrement supérieure au taux de la croissance du PIB. Et ce qui veut dire que finalement, les Chinois sont devenus plus riches. Ils ont un peu plus d'argent. Ils ont envie de consommer et d'élever leur niveau de consommation, ça aussi, parce que ils ont envie de consommer des produits de luxe. La Chine est devenue le premier marché de tous ces produits de luxe.
Mais ça, c'est un phénomène qui a duré il y a déjà quelques années maintenant. Mais on constate un autre phénomène, c'est qu'avant, quand les Chinois voyagent à l'étranger, par exemple pendant les 7 jours de vacances, ils achètent beaucoup de choses, de produits de luxe et tout. Et maintenant, on a constaté que ce genre de consommation est légèrement et a une tendance de baissière, c'est-à-dire que les gens préfèrent plus d'apprécier les musées, les lieux culturels. Pensez-vous que c'est un changement d'habitude aussi Je pense que c'est dû principalement aux deux facteurs. D'abord parce que lorsque les Chinois sont sortis d'abord, ils sont tentés par ces produits de luxe, ils en achètent beaucoup pour se glorifier au retour d'une certaine manière, pour montrer qu'ils sont capables d'acheter, etc. Parce que la différence de prix est telle qu'en Chine, si on achète des produits de luxe, avec le droit de douane, etc., c'est beaucoup plus cher que si on consomme sur place, qu'on achète en Europe, etc. Et donc, lorsque les touristes chinois voyagent à l'étranger d'abord, ils sont tentés par le prix de ce genre de produits de luxe, dont ils en ramènent. Et maintenant, ils sont... en fait, le paradoxe, c'est que quand ils deviennent plus riches, ils ont l'habitude de voyager à l'étranger, ils ont l'habitude de voir d'autres choses, et ils n'ont plus tellement besoin de ramener beaucoup de produits de luxe pour montrer qu'ils sont capables de faire ce genre de choses. Et d'autre part, parce qu'il faut considérer que l'État chinois a baissé sensiblement le droit de douane à l'égard de ces produits. Surtout en Chine même, à l'Iran par exemple, etc. Dans plusieurs endroits, nous avons appliqué une politique d'entrée libre, etc. C'est pratiquement sans taxe ou avec vraiment un droit de douane minimum. Donc les touristes chinois peuvent avoir accès à ce genre de produits, mais même en Chine, sans sortir de Chine. Ils peuvent acheter ce genre de choses. Ils n'ont plus besoin d'aller à l'étranger pour consommer. Pour ces deux facteurs, il y a beaucoup moins de consommation de produits de luxe. Donc on fait moins d'achats. Mais il ne faut pas se faire des illusions. Il faut voir la consommation totale de ces produits par les Chinois. À la fois par des Chinois qui consomment, qui en achètent sur place, en Europe, au Japon, aux États-Unis, etc. Mais il faut voir aussi l'exportation de ces produits vers le marché chinois. Parce que l'exportation est certainement augmentée depuis un certain temps, direct. Il y a une petite surprise, si je peux qualifier ça une surprise, c'est l'engouement vers la cité interdite. Parce que durant cette fête, chaque jour, c'est à peu près du jamais vu, c'est chaque jour, il faut réserver d'abord le billet, mais c'est très vite fait et que chaque jour la cité interdite est pleine. Mais on voit que vraiment la cité interdite a fait des efforts pour améliorer, pour faire plus de démonstrations culturelles. Mais on constate vraiment un engouement pour les Chinois pour ce genre d'activité culturelle qui est un peu surprenant. C'est en quelque sorte un regain de la culture traditionnelle. La cité interdite, le musée, il faut dire que c'est un musée. Le musée de la cité interdite a fait un effort pour attirer l'attention du public. En fait, cette année, la cité interdite a fait un thème sur le Nouvel An chinois. Comment la cour impériale, l'empereur, passait le nouvel an en Chine, dans l'ancien temps, etc. Donc bien sûr, ça attire les touristes. On veut voir comment la famille impériale passait le nouvel an chinois, quels sont les points saillants du nouvel an chinois traditionnel dans la cour impériale, etc. Donc il y a des tas d'histoires
et des choses, bien sûr, mais le musée, donc le directeur du musée était quelqu'un qui sait très bien faire des relations publiques. Et ils ont aussi fait, ils ont commandé des produits euh, en relation avec la fête traditionnelle du Nouvel An, à la cour, etc., etc., eh bien, ça augmente la consommation aussi. Aussi, ils ont utilisé beaucoup de technologies nouvelles comme le VR. C'est ça, VR, comme visuel, etc. on peut, même sans entrer dans la cité interdite, on peut visionner Oui, l'exposition oui. sur le portable. Sur l'Internet, Ouais. on peut voir ça. Ils ont fait tout cela en 3 dimensionnel. On peut le voir sur l'Internet, le musée, les activités, etc. Il faut dire que la Cité indienne a fait beaucoup d'efforts pour promouvoir l'image de ces cultures traditionnelles. Il faut reconnaître que finalement, les cultures traditionnelles ont été un peu oubliées par le temps, par les vagues de la Révolution, etc. etc. Les cultures traditionnelles étaient un peu oubliées, mais depuis ces dernières années, la population chinoise est attirée par ces traditions culturelles. Le président Xi Jinping avait dit à plusieurs reprises que nous devons avoir un peu plus de confiance dans notre culture traditionnelle. Et ça aussi, ça incite les gens à s'intéresser au passé, s'intéresser aux traditions culturelles, etc. Le Nouvel An, c'est une très bonne opportunité de permettre à la population de s'intéresser, de se rappeler, de s'intéresser à ces traditions culturelles. Ça vraiment, on voit un vrai engouement. Hein. Oui. Il y a un autre engouement, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont allés au cinéma, apparemment. On voit le chiffre, c'est que le cinéma a accumulé 1 milliard 450 millions de yuans de recettes en seulement une journée. Et c'est la première fois dans l'histoire du cinéma mondial que les recettes dépassent la barre de 200 millions de dollars en un jour et dans un seul pays. Alors, comment constatez-vous ce phénomène? Parce qu'il y a quand même, parmi ces films, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment des films chinois. Et il y a parmi lesquels il y a un film science-fiction chinois qui a suscité beaucoup d'engouement aussi. Oui, c'est la première fois que la Chine a fait un grand film de science-fiction. Et ce film a eu un très grand succès en Chine parce que pendant les 3 jours de premier, deuxième, troisième jour, et il a eu plusieurs milliards de recettes. Mais c'est fou parce qu'on n'a jamais vu un tel engouement de la part du public chinois pour un film de science-fiction. Mais en fait, c'est proportionnellement la dépense pour ce genre de film de science-fiction en Chine est beaucoup moins importante qu'aux États-Unis, qu'à Hollywood par exemple. Mais l'effet est cette fois-ci un peu plus important que les autres films de science-fiction américains. Si bien que 2 jours après, le film est projeté dans les cinémas américains. Il a suscité aussi beaucoup de critiques. Les gens disent que les Chinois sont arrivés un peu en retard sur les films de fiction, mais quand ils sont arrivés, ils sont très forts. Je pense les Chinois ont tous bien profité de leurs vacances et de cette fête. Alors, à travers ce qu'on a déjà discuté, par exemple le tourisme, le cinéma et la restauration, toutes les consommations, dans l'ensemble de ces consommations, quels sont les secteurs économiques qui sont les plus prometteurs dans l'avenir? Est-ce qu'il y a on peut voir à travers tout ça difficile à prévoir, mais là-dessus, à part la consolation du fait du Nouvel An traditionnel, on voit que les consommateurs chinois ont une très grande confiance en l'économie chinoise. Parce qu'ils sont plutôt optimistes. Vu le volume de consommation, etc., ils sont plutôt confiants.
bien sûr, cette confiance est traduite par une croissance qui est plutôt robuste, plutôt stabilisée, plutôt tous les indicateurs de l'économie chinoise indiquent que finalement, cette année, en dépit d'un environnement extérieur détériorant, l'économie chinoise se porte plutôt mieux. On est probablement sorti d'une période de restriction où on est en train de sortir de cette période de restriction un peu douloureuse. L'économie chinoise a retrouvé ses forces de départ. Il y a des nouveaux secteurs qui sont prêts à repartir un peu plus rapidement. C'est en particulier la technologie de télécommunication 5e génération, 5G, et il y a toutes sortes d'activités liées à cette technologie de 5G. Dans ce domaine-là, il y a ce qu'on appelle des PME unicornes, c'est-à-dire des PME qui ne sont pas encore des vedettes, mais qui commencent à pointer leur nez un peu dans des secteurs. Et en fait, les investisseurs, ils font attention. Parce que ce sont des entreprises dont l'avenir est très brillant. Et les investisseurs veulent investir, veulent saisir l'opportunité d'investir en avance dans ces entreprises pour qu'une fois cotées à la bourse, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. C'est vrai que en fait, pendant ces 7 jours après la rentrée, on voit que dans les médias étrangers, ils commencent aussi à prévenir, à faire des prévisions sur l'économie chinoise de cette année, en fait. Et pour vous, qui êtes économiste, donc vous êtes plutôt quelle position Bien sûr, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans l'économie chinoise, surtout. La Chine est en train de négocier avec les États-Unis pour essayer de trouver une solution, pour essayer de mettre fin à cette guerre commerciale. On ne sait pas, parce que on a fait, paraît-il, des progrès. Au 1er mars, on va décider si le gouvernement Trump va continuer à augmenter le droit de douane sur l'exportation chinoise, et si la Chine va prendre des mesures de représailles contre les produits américains, etc. Tout dernièrement, le président Trump a laissé entendre qu'il repousserait probablement la date, la dernière date pour la négociation. Donc on pourrait faire prolonger un peu la négociation. En tout cas, les deux gouvernements ont montré leur réelle intention d'arriver à une fin de cette guerre commerciale. Mais on ne sait pas encore l'issue de... Non. Mais malgré tout ça... Et tout cela peut avoir des impacts sur la croissance, bien sûr. Non seulement sur la Chine, mais sur l'économie mondiale. Parce que la Chine est un facteur important dans la production globale, ou globalisée. Donc, si la guerre continue entre la première économie et la deuxième économie du monde, et surtout si la guerre commerciale continue avec la Chine, dont la production a des implications partout dans la région Asie-Pacifique, mais aussi quelquefois sur l'Europe. Parce que la Chine est le plus grand importateur des pièces détachées pour beaucoup de produits, des pièces détachées produits en Europe. Et si la Chine ne peut pas finir ses produits, la production pour le marché final, eh bien la Chine réduirait son importation de l'Europe. Donc ça aurait des implications aussi sur l'Europe. Alors je vous remercie, Monsieur Ding, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.